La radio diffusait une chanson pop quelconque lorsque j'ai tourné dans la rue des Érables. Mon esprit passait déjà du mode travail au mode maison, comme il le faisait chaque soir à 18h47. 14 ans de ce même trajet avaient entraîné mon corps à se détendre à l'approche de notre paisible quartier de banlieue. Mes épaules s'affaissaient, ma mâchoire se décrispait, les tensions de la journée à l'entrepôt s'évanouissaient à chaque point de repère familier. Mais ce soir, la rue avait un problème. Des lumières rouges et bleues clignotaient contre le ciel crépusculaire, peignant les pelouses immaculées de nos voisins avec les couleurs crues des urgences. Des voitures de police bordaient le trottoir comme un convoi militaire, leur radio crépitant de grésillements et de codes chiffrés que je ne pouvais pas déchiffrer. Une ambulance était garée au milieu de la rue, les portes arrière grandes ouvertes, les ambulanciers s'affairant avec une efficacité urgente autour d'un brancard. Ma maison, notre maison, était le centre de tout cela. Du ruban jaune flottait autour de notre propriété comme des guirlandes venues de l'enfer. Un officier en uniforme montait la garde près de notre portail, les bras croisés, le visage impassible. Sur le bord du trottoir, là où les visiteurs se garaient d'habitude, une berline de luxe était la proie de flammes oranges, une fumée noire s'élevant dans le ciel qui s'assombrissait tandis que les pompiers braquaient leurs lances sur le brasier. Je me suis garé dans l'allée et j'ai coupé le moteur, ma mémoire musculaire opérant pendant que mon cerveau luttait pour assimiler la scène. Ce devait être une erreur. Un accident impliquant nos voisins qui avaient malencontreusement débordé sur notre propriété. Chloé était probablement à l'intérieur, regardant à travers les rideaux, aussi secouée et confuse que moi. L'agent près du portail s'est avancé à mon approche, une main posée nonchalamment sur sa ceinture. « Monsieur, vous devez rester à l'écart de la scène. » J'ai sorti mon portefeuille pour lui montrer mon permis. « C'est ma maison, Julien Morel. J'habite ici. » Que s'est-il passé? Est-ce que ma femme va bien? L'agent a étudié ma carte d'identité avec plus d'attention que nécessaire, comparant mon visage à la photo à 2 reprises. Elle est à l'intérieur, monsieur. L'inspectrice Moreau voudra vous parler. Il m'a fait passer sous le ruban et j'ai aperçu les ambulanciers chargeant quelqu'un dans l'ambulance. Un homme, le visage en sang et inconscient, portant un costume coûteux qui était maintenant déchiré et taché. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. L'inspectrice Moreau est apparue à mes côtés, une femme d'une 40aine d'années à l'air fatiguée, avec des yeux perçants qui semblaient cataloguer ma moindre réaction. « Connaissez-vous cet individu, monsieur Morel? » « Non, je ne l'ai jamais vu. »« Qui est-ce? » « Que s'est-il passé ici ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu directement. « Où étiez-vous ce soir, monsieur ?» Les questions semblaient surréalistes, comme si l'on me demandait de prouver mon innocence pour quelque chose que je ne comprenais même pas encore. Au travail. À Logistique Val-de-Seine. Je gère l'équipe de préparation du soir. Je suis parti à 18h30. Comme toujours. Il y a des caméras, des cartes de pointage, des témoins. Elle écrivait dans un petit carnet, sans me regarder. Nous aurons besoin de ces détails. Puis elle a continué, votre femme dit que cet homme était un ami qui est passé à l'improviste. Elle dit que quelqu'un l'a attaqué devant votre maison et a mis le feu à sa voiture. Avez-vous une idée de qui pourrait vouloir faire une chose pareille? Le sol m'a semblé instable sous mes pieds. Chloé n'avait jamais mentionné avoir des amis masculins que je ne connaissais pas. En 12 ans de mariage, elle n'avait jamais eu de visiteurs inattendus de quelque nature que ce soit. Elle était trop maniaque quant à la propreté de la maison, trop rigide dans ses routines. Je ne comprends pas, Chloé ne reçoit pas vraiment d'amis sans l'avoir prévu des jours à l'avance. Elle est très organisée pour les événements sociaux. Les sourcils de l'inspectrice Moreau se sont légèrement levés. Organisée. Elle aime se préparer, cuisiner des repas spéciaux, nettoyer la maison à fond. Avoir quelqu'un qui passe à l'improviste la stresserait. Au moment même où je disais cela, j'ai réalisé à quel point cela paraissait étrange, comme si je décrivais une étrangère au lieu de ma femme. Et vous n'avez aucune idée de qui pourrait vous en vouloir, quelqu'un qui voudrait vous faire passer un message en attaquant un visiteur chez vous? L'insinuation m'a frappé comme de l'eau glacée. Il pensait que j'avais fait ça. Il pensait que j'étais rentré, que j'avais trouvé un homme chez moi, que je l'avais battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance avant d'incendier sa voiture. L'absurdité de la chose aurait été risible si l'expression de l'inspectrice n'avait pas été tout à fait sérieuse. Inspectrice, je suis au travail depuis 14 heures cet après-midi. Je supervise une équipe de 8 gars qui peuvent le vérifier. J'ai des cartes de pointage, des images de vidéosurveillance,
et probablement 20 témoins qui m'ont vu sur le sol de l'entrepôt quand c'est arrivé. Elle a hoché la tête, prenant d'autres notes. Nous devrons vérifier tout cela, bien sûr. En attendant, il faut que vous compreniez qu'il s'agit d'une scène de crime active. Nous devrons examiner la maison et les environs. Est-ce que je peux voir Chloé, ai-je demandé. Pour la première fois, l'expression de Moreau s'est légèrement adoucie. Elle est assez secouée. Elle dit qu'elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Je l'ai suivie à l'intérieur, passant devant d'autres policiers qui prenaient des photos et recueillaient des preuves. Notre salon avait été transformé en salle d'interrogatoire avec des carnets et du matériel d'enregistrement étalé sur la table basse ancienne de Chloé. L'air sentait la fumée de la voiture qui brûlait à l'extérieur. Chloé était assise sur notre canapé, enveloppée dans une couverture de la police, le maquillage coulant sur ses joues, les mains tremblantes alors qu'elle tenait une tasse de café. Quand elle m'a vu, de nouvelles larmes se sont mises à couler. Julien. Oh mon Dieu, c'était si horrible. Je me suis assis à côté d'elle, instinctivement, tendant la main pour la réconforter. Mais quelque chose dans sa posture m'a fait m'arrêter. Elle tremblait, oui, mais il y avait autre chose dans son expression. Quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. Que s'est-il passé, chérie? Qui était cet homme, ai-je demandé. Elle a parlé vite. Trop vite. Je ne sais pas. Je veux dire, c'était juste un ami, quelqu'un que j'ai rencontré à la salle de sport. Denis, ou quelque chose comme ça. Il est passé pour voir si nous voulions rejoindre son club de lecture. Un club de lecture? Chloé n'avait rien lu de plus long qu'un article de magazine depuis que je la connaissais. L'inspectrice Moreau observait attentivement notre interaction, prenant des notes sur notre langage corporel, nos mots, la façon dont Chloé évitait de croiser mon regard quand elle parlait. Je pouvais sentir le poids de leurs soupçons s'installer autour de moi comme un filet. Et le pire, c'était que je ne pouvais même pas les blâmer. Si j'enquêtais sur cette scène, je soupçonnerais le mari, moi aussi. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie de la voiture, a déclaré Moreau. Nous devrons garder la scène bouclée cette nuit pendant que notre équipe médico-légale analyse tout. Monsieur Morel, vous êtes libre d'entrer chez vous. Mais comprenez bien que vous restez une personne d'intérêt dans cette enquête. Une personne d'intérêt. L'expression a résonné dans ma tête alors que l'inspectrice rassemblait son équipement et se préparait à partir. Dehors, l'ambulance s'éloignait avec son passager brisé, et les pompiers arrosaient les restes fumants de la berline de luxe. J'étais libre de rentrer chez moi, mais rien ne serait plus jamais comme avant. La porte d'entrée s'est refermée derrière le dernier policier à 23h30, nous laissant, Chloé et moi, seuls dans notre maison pour la première fois depuis que le chaos avait commencé. Le silence semblait plus lourd que l'agitation précédente. Plus de radios crépitantes, plus de bottes sur le parquet, plus de voix autoritaires discutant des preuves et des déclarations de témoins. Juste ma femme et moi, et le non-dit énorme qui grossissait de minute en minute. Chloé s'était débarrassée de la couverture de la police et faisait maintenant les 100 pas entre la cuisine et le salon, se tordant les mains et marmonnant des fragments de phrases. Je n'arrive pas à croire que ce soit arrivé. Ce pauvre Denis. Qui ferait une chose pareille? Denis. Elle avait prononcé son prénom 3 fois maintenant, à chaque fois avec une familiarité qui contredisait son affirmation selon laquelle elle le connaissait à peine. Ma voix est sortie plus calme que je ne l'étais en réalité, avec le même ton que j'utilisais au travail pour gérer les employés à problème. Assieds-toi, Chloé. Nous devons parler. Elle s'est perchée sur le bord de notre fauteuil en cuir, celui qui tournait le dos au canapé, c'était la première fois que je me souvenais la voir choisir de ne pas s'asseoir à côté de moi alors que nous étions seuls. Son mascara avait été arrangé à un moment donné pendant les interrogatoires de la police, mais son rouge à lèvres avait complètement disparu, et je me suis surpris à me demander à quel moment précis elle l'avait perdu. Parle-moi de Denis, ai-je demandé. Je te l'ai déjà dit. Et à la police aussi. C'est juste quelqu'un de la salle de sport qui. Quel est son nom de famille, ai-je demandé. La question est restée en suspens. La bouche de Chloé s'est ouverte et fermée comme celle d'un poisson, ses yeux se dirigeant vers la fenêtre où la carcasse de la voiture brûlée était encore visible sous le lampadaire. Du bois. Du bois. Quelle salle de sport, ai-je interrogé. Quoi, a-t-elle demandé. Tu es inscrite à Forme Plus depuis 3 ans. Je suis allé t'y chercher des dizaines de fois. Quel entraîneur est Denis? Quel cours donne-t-il? Son visage s'est décomposé,
le calme prudent qu'elle avait maintenu pour la police se dissolvant en quelque chose de brut et de désespéré. Ce n'est pas un entraîneur. C'est juste un membre qui... Chloé. Je me suis penché en avant, gardant une voix posée. J'ai vu les relevés de carte de crédit. Tu n'es pas allé à la salle de sport depuis 6 mois. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Dehors, le chien d'un voisin a aboyé une fois, puis s'est tu. Le réfrigérateur bourdonnait dans la cuisine. La respiration de Chloé est devenue courte et rapide, comme si elle faisait une crise de panique. Julien, je peux t'expliquer, a-t-elle tenté de répondre, mais je l'ai arrêtée. Ah oui? Parce que j'ai essayé de comprendre cette soirée et rien n'a de sens. Un inconnu se pointe chez nous. Un inconnu qui conduit une BMW à 55 000 € et qui se fait à moitié massacrer dans notre allée. Sa voiture est incendiée. La police pense que c'est moi. Et ma femme prétend connaître à peine la victime. Les mots ont explosé hors de sa bouche, aigus et désespérés. Je ne sais pas qui lui a fait ça. J'étais à l'intérieur quand c'est arrivé. J'ai entendu des cris et du verre brisé. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, Denis était par terre et sa voiture était en feu. J'ai appelé le 112 immédiatement. Que faisait-il ici, Chloé, ai-je demandé. Elle a enroulé ses bras autour d'elle, se balançant légèrement. Il voulait juste parler de certaines choses, des choses personnelles. La vérité était là, dans les silences entre ses mots, dans la façon dont elle fuyait mon regard, dans l'affaissement coupable de ses épaules. Ma femme, celle avec qui je partageais mon lit depuis 12 ans, qui savait comment j'aimais mon café et de quel côté du lavabo je préférais me raser, s'était comportée comme une étrangère dans notre maison. La rage qui m'a envahi était propre et froide, comme si j'entrais dans un vent arctique. Pas la colère chaude et explosive de l'instant, mais quelque chose de plus profond et de plus permanent. Un changement fondamental dans la façon dont je voyais Chloé, notre mariage, la dernière décennie de ma vie. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Julien, s'il te plaît, a-t-elle protesté. Depuis combien de temps couches-tu avec lui, ai-je insisté. Son visage s'est alors complètement effondré, les larmes coulant librement tandis que ses derniers mensonges s'évanouissaient. 6 mois. Mais ça ne voulait rien dire. C'était juste. Je me sentais seul et tu travailles tellement, et il me faisait me sentir. Sors, ai-je crié. Je me suis levé, mes mouvements étaient délibérés et contrôlés. Sors de ma vue. Va préparer ce dont tu as besoin pour ce soir. Tu vas dormir dans la chambre d'amis. Julien, on peut surmonter ça. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. C'est toi que je choisis. Denis n'était qu'une. Denis n'était quoi, Chloé? Juste une erreur qui a nécessité de me mentir en face pendant 6 mois? Juste une erreur qui a amené la police à notre porte et a fait de moi le suspect d'un crime violent? Elle a tendu la main vers moi, s'agrippant à ma manche. S'il te plaît, mon amour. Je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Je ne le reverrai jamais. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. J'ai baissé les yeux vers ses mains sur mon bras, les mêmes mains qui avaient touché un autre homme dans notre maison, les mêmes mains qui avaient retiré son alliance à un moment de la soirée, pour la remettre précipitamment avant l'arrivée de la police. La preuve était là, dans la légère marque sur son doigt, la trace de bronzage qui ne correspondait pas tout à fait. J'appelle Patricia demain matin, ai-je dit, en faisant référence à l'avocate qui avait rédigé notre contrat de mariage il y a 12 ans. Je vais appliquer chaque clause de notre contrat de mariage. Tu l'as signé, Chloé. Tu as accepté que l'infidélité entraînerait la perte de la prestation compensatoire, la division des biens et de tous les actifs partagés. Elle est devenue livide. Tu ne peux pas être sérieuse. Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Elle est restée là un long moment, titubant légèrement, ayant l'air de pouvoir s'effondrer. Puis, sans un mot de plus, elle est montée à l'étage. Je l'ai entendue s'activer dans notre chambre, ouvrir des tiroirs et des placards, le bruit des vêtements fourrés dans une valise. Je suis resté dans le salon, regardant fixement les restes calcinés de la voiture de son amant. La police l'avait recouverte d'une bâche, mais sa forme était reconnaissable, un monument à la destruction de mon mariage. 20 minutes plus tard, Chloé est redescendue en portant un sac de voyage et un oreiller. Elle s'est arrêtée à la porte de la chambre d'amis, me regardant avec des yeux rouges et gonflés. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, a-t-elle murmuré. Mais c'est arrivé, ai-je répondu.
Et maintenant, nous devons tous les deux en subir les conséquences. La porte de la chambre d'amis s'est fermée avec un léger clic. En quelques minutes, je pouvais l'entendre pleurer, des sanglots profonds et déchirants qui traversaient les murs. Je suis monté dans notre chambre, où l'odeur de son parfum flottait encore sur les draps. Pour la première fois depuis des années, j'avais le grand lit pour moi tout seul. Je me suis allongé sur le dos, les mains derrière la tête, regardant le plafond et pensant à la logistique, au papier du divorce, à la protection de mes biens, aux caméras de sécurité du travail qui m'innocenteraient de tout soupçon de la police. Au bout du couloir, les pleurs de Chloé se sont progressivement transformés en un silence octant. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Maître Patricia Leroux avait le genre de bureau qui intimidait les gens et les forçait à l'honnêteté. Des livres de droit du sol au plafond, des diplômes d'université prestigieuses, et une vue sur le centre-ville qui respirait la réussite. Elle pratiquait le droit de la famille depuis 25 ans, et sa réputation pour rédiger des contrats de mariage blindés était légendaire dans notre cercle social. Elle feuilletait le dossier qu'elle avait sorti de son classeur. Je me souviens de cette affaire. L'avocat de votre femme a essayé de la dissuader de le signer à 3 reprises. J'étais assis en face du bureau en acajou de Patricia, portant mon meilleur costume et tenant une chemise cartonnée remplie de documents. Elle l'a signé quand même, et maintenant je dois l'appliquer. Patricia a lu à haute voix, clause d'adultère, section 4. Dans le cas où l'une ou l'autre des parties s'engagerait dans des relations sexuelles extra-conjugales, la partie en faute renonce à tout droit à une prestation compensatoire. Au partage des biens matrimoniaux et aux actifs communs acquis pendant le mariage. Elle a levé les yeux vers moi par-dessus ses lunettes de lecture. Vous avez des preuves de la liaison. J'ai fait glisser une clé USB sur son bureau. Le rapport de police de mardi soir. La déclaration de ma femme admettant une relation de 6 mois avec la victime. Des relevés de cartes de crédit montrant des frais d'hôtel, des notes de restaurant, des cadeaux que je n'ai jamais reçus. Patricia a branché la clé et a passé plusieurs minutes à examiner les fichiers, prenant de temps en temps des notes sur un bloc-notes juridique. Le rapport de police était particulièrement accablant. Les propres mots de Chloé prononcés lors de son interrogatoire officiel, admettant sa relation avec Denis Dubois. C'est un cas d'infidélité typique selon les termes de votre accord, a finalement déclaré Patricia. Mais Julien, je dois vous demander, avez-vous eu quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à cet homme? J'étais au travail de 14h à 18h30 mardi. Images de vidéosurveillance, carte de pointage, 8 témoins. La police a déjà vérifié mon alibi. Tant mieux, car s'il y a le moindre soupçon que vous ayez orchestré des violences contre l'amant de votre femme, cela pourrait compliquer la procédure de divorce. Elle s'est adossée à sa chaise, m'étudiant. Êtes-vous sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Aucune tentative de réconciliation? La question m'a paru presque absurde. Patricia, elle me ment en face depuis 6 mois. Elle a amené un autre homme dans notre maison, dans notre lit. Elle m'a exposé à des responsabilités pénales et aux soupçons de la police. Avec quoi, exactement, serais-je censé me réconcilier? Certaines personnes considèrent l'infidélité comme une erreur qui peut être pardonnée. Certaines personnes sont stupides, ai-je répondu. Patricia a eu un sourire sinistre. C'est de bonne guerre. Je déposerai les papiers cet après-midi. Selon les termes de votre contrat, Chloé aura 7 jours pour quitter le domicile conjugal et 30 jours pour trouver son propre avocat. Elle garde ses effets personnels, sa voiture, et c'est tout. Tout le reste, la maison. Les investissements, les comptes de retraite, vous appartient. Combien de temps jusqu'à ce que ce soit définitif, ai-je demandé. 6 à 8 semaines, à supposer qu'elle ne conteste pas. Bien que, vu la solidité de ce contrat et les preuves de l'adultère, n'importe quel avocat digne de ce nom lui conseillera d'accepter les conditions. J'ai quitté le bureau de Patricia en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le soleil du matin semblait plus brillant, la circulation plus fluide, et même la musique d'ascenseur de mon immeuble paraissait moins irritante. Pour la première fois depuis mardi soir, j'avais une voie claire à suivre. Chloé m'attendait quand je suis rentré, assise à notre table de cuisine avec une tasse de café et une expression d'optimisme forcé. Elle s'était coiffée et maquillée avec soin, portant la robe bleue que j'avais un jour qualifiée de préférée. Cette tentative désespérée de normalité était presque pathétique. Alors que je passais la porte, elle a dit, « J'ai fait des réservations pour dîner chez Romain ce soir à 19h30. J'ai pensé que nous pourrions parler sérieusement pour arranger ça. »
J'ai posé mon attaché-caisse sur le comptoir et desserré ma cravate. Annule-les. Julien, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais nous pouvons surmonter ça. J'ai déjà appelé le docteur Laurent pour une thérapie de couple. Il a de la disponibilité la semaine prochaine. Chloé, arrête. Les papiers étaient dans mon attaché-caisse, signés et notariés, prêts à être signifiés. Mais en la regardant assise là, dans cette robe bleue, essayant désespérément de sauver ce qu'elle avait déjà détruit, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait à de la pitié. Tu dois appeler un avocat aujourd'hui. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Son visage a pâli. De quoi parles-tu? J'ai demandé le divorce ce matin. Les papiers te seront signifiés demain. La tasse de café a glissé de ses mains, se fracassant sur le sol de la cuisine. Le liquide chaud a éclaboussé le carrelage et elle a fixé le désastre comme si elle ne comprenait pas comment c'était arrivé. Tu ne peux pas être sérieux, Julien. J'ai fait une erreur. Je l'ai interrompu. Tu as fait la même erreur tous les jours pendant 6 mois. Elle pleurait à nouveau, mais ce n'étaient pas les sanglots brisés de mardi soir. C'étaient des larmes de colère, désespérées et manipulatrices. Bien, très bien. Demande le divorce. Mais tu ne peux pas me jeter dehors sans rien. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Tu m'as donné 12 ans de mensonges. Et selon notre contrat, l'infidélité signifie que tu n'obtiens rien. La transformation a été instantanée. Les larmes ont cessé. Son visage s'est durci. Et l'espace d'un instant, j'ai vu la personne qu'elle était vraiment, sous toute cette mise en scène. Espèce de salaud. Tu as planifié ça. J'ai planifié la possibilité que tu te révèles être exactement celle que tu es. Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. Je vais me battre. Je vais tout contester. Aucun juge n'appliquera ce contrat ridicule. Bonne chance. Maître Patricia Leroux pense le contraire, ai-je répondu. La notoriété de ce nom l'a frappé immédiatement. Patricia avait une réputation dans notre cercle social, et Chloé savait exactement ce que signifiait le fait que j'ai retenu ses services. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a dit Chloé en reculant vers l'escalier. Tout cela va trop vite. Prends tout le temps dont tu as besoin. Tu as 7 jours pour déménager. Elle s'est arrêtée au bas de l'escalier, agrippant la rampe. Et l'enquête de la police? Et s'ils t'arrêtent? Ils ne le feront pas. Mon alibi est solide. Mais et si? Je l'ai coupé. Chloé, je n'ai pas blessé ton petit ami. Mais je ne vais pas laisser ces problèmes devenir les miens plus longtemps qu'ils ne l'ont déjà été. Elle est montée à l'étage sans un mot de plus. 1 heure plus tard, je l'ai entendue au téléphone, appelant probablement sa sœur ou sa mère, tissant une certaine version des événements pour se faire passer pour la victime. Qu'elle le fasse. Dès demain, toute l'histoire ne serait plus que théorique. J'ai commandé chinois à emporter et j'ai dîné seul à la table de la cuisine, lisant l'inventaire préliminaire des bienfaits par Patricia. La maison, les investissements, les comptes de retraite, tout cela me resterait, exactement comme nous en avions convenu 12 ans plus tôt, lorsque Chloé était si pressée de m'épouser qu'elle aurait signé n'importe quoi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans notre lit tandis que Chloé restait dans la chambre d'amis. À travers les murs, je l'entendais passer des appels, sa voix alternant entre larmes et colère alors qu'elle essayait de trouver quelqu'un qui lui dirait ce qu'elle voulait entendre. Mais les chiffres ne mentaient pas, et les contrats non plus. Dans quelques semaines, je serai complètement libéré d'elle, avec mes biens intacts et la conscience tranquille. Ce fut ma meilleure nuit de sommeil depuis des années. La salle d'interrogatoire du commissariat était exactement comme on l'imagine. Des néons, une table en métal, des chaises qui avaient connu de meilleures décennies. L'inspectrice Moreau était assise en face de moi avec un épais dossier et un magnétophone, parcourant ma chronologie pour la 3e fois en 4 jours. Donc, vous avez quitté le travail à 18h30 mardi, a-t-elle dit en consultant ses notes. Votre superviseur le confirme. Les images de vidéosurveillance vous montrent Badjan pour sortir à 18h32. C'est exact, ai-je répondu. Rentrez directement chez vous, a-t-elle demandé. Directement. Le même trajet que je fais tous les jours. Elle a tourné plusieurs pages. Nous avons vérifié votre présence au travail, parlé à votre équipe, visionné les images de sécurité de l'entrepôt. Tout concorde.
J'ai gardé la même expression calme que j'affichais depuis que toute cette histoire avait commencé. J'espère que cela aide à clarifier les choses. En effet, nous ne vous considérons plus comme une personne d'intérêt dans l'agression de Monsieur Dubois. Un poids que je n'avais pas conscience de porter s'est envolé de mes épaules. C'est une bonne nouvelle. Des pistes sur qui l'a vraiment fait? L'inspectrice Moreau a fermé le dossier et éteint le magnétophone. Entre vous et moi, Monsieur Morel, les crimes de ce genre entrent généralement dans deux catégories, la violence gratuite, ce qui n'était clairement pas le cas ici, ou les différents personnels. Étant donné que Monsieur Dubois rendait visite à votre femme et que quelqu'un l'a battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance dans votre allée. Elle a laissé l'insinuation flotter dans l'air. Vous pensez que c'était à cause de Chloé, ai-je demandé. Je pense que votre femme n'a pas été tout à fait franche sur la nature de sa relation avec la victime. Mais ce n'est plus votre problème, n'est-ce pas? J'ai pu entendre la procédure de divorce dans sa voix. Les nouvelles circulaient vite dans une ville de cette taille, surtout quand Patricia Leroux était impliquée. Non, ce n'est plus mon problème. Sortir du commissariat m'a fait l'effet de sortir d'un tunnel. Le soleil de l'après-midi réchauffait mon visage et je n'avais nulle part d'autre où aller que chez moi. L'enquête était close en ce qui me concernait et les problèmes de Chloé étaient en train de devenir rapidement la responsabilité de quelqu'un d'autre. Mais en conduisant à travers la ville, mon esprit a dérivé vers le mardi soir. Pas la version édulcorée que j'avais donnée à la police, mais ce qui s'était réellement passé. J'avais quitté le travail à 18h30 précise, exactement comme je le leur avais dit. Mais je n'étais pas rentré directement chez moi. Au lieu de cela, j'avais fait un détour pour passer d'abord devant ma maison, chose que je faisais depuis des semaines chaque fois que je remarquais cette BMW inconnue dans mon allée pendant mes pauses déjeuner. Je l'avais vue là 3 fois le mois dernier, toujours garée à l'endroit habituel des visiteurs. Ce mardi-là, en passant en voiture à 17h45, je l'ai revue. La BMW de Dubois, trônant dans mon allée comme si elle y avait sa place. Je me suis garé à 4 pâtés de maison et je suis revenu à pied, m'introduisant par la porte du sous-sol avec un silence exercé. Les bruits venant de l'étage ont confirmé ce que je soupçonnais depuis des semaines. Le rire de Chloé, intime et sincère, d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des années. La voix d'un homme que je n'avais jamais rencontré, parlant à ma femme avec une familiarité désinvolte. J'ai attendu dans le sous-sol pendant plus d'1 heure, les écoutant se déplacer dans ma maison, s'asseoir sur mes meubles, probablement boire dans mon armoire à alcool. La rage montait lentement, méthodiquement, comme la pression dans une chaudière, regardant par la fenêtre du sous-sol Dubois partir enfin vers 19h15, confiant et détendu, vérifiant son téléphone en marchant vers sa voiture. Un bel homme dans un costume cher, se comportant comme quelqu'un qui n'avait jamais eu à faire face à de vraies conséquences pour quoi que ce soit. Le suivant à l'extérieur, la batte de baseball parfaitement équilibrée dans mes mains. Le passe-montagne, que j'avais pris dans notre équipement de sport d'hiver, baissé sur mon visage. La surprise de Dubois se transformant en peur lorsqu'il a réalisé ce qui se passait. Le premier coup de batte atteignant ses côtes, le deuxième son épaule, la raclée systématique et méthodique qui a suivi. Chaque impact calculé pour causer un maximum de douleur sans infirmité permanente. La satisfaction de le voir s'effondrer dans mon allée. Comprenant enfin que les actes ont des conséquences. L'essence de notre tondeuse, les allumettes de notre kit de survie, l'intérieur en cuir de la BMW prenant feu avec une rapidité surprenante. M'enlever le masque et les gants, me laver les mains dans l'évier du sous-sol, me changer, cacher les preuves dans l'atelier, puis conduire autour du pâté de maison et rentrer à exactement 18h47 pour découvrir la scène. Ma performance de confusion et d'inquiétude, digne d'un Oscar, à l'arrivée de la police. Ce souvenir a fait naître un sourire sur mes lèvres alors que je me garais dans mon allée. La carcasse calcinée de la voiture de Dubois avait été remorquée, ne laissant qu'une tache noire sur l'asphalte où elle s'était trouvée. La voiture de Chloé avait également disparu. Elle était probablement chez sa sœur, où elle logeait depuis qu'on lui avait signifié les papiers du divorce. À l'intérieur, la maison semblait différente, plus propre, plus silencieuse, comme si elle m'avait appartenu depuis toujours au lieu d'être un espace partagé où je n'étais que toléré. Je me suis servi 2 doigts de bourbon et me suis assis dans mon fauteuil en cuir, celui dont Chloé s'était toujours plainte. Par la fenêtre du salon, je pouvais voir Madame Petit, la voisine d'à côté, travaillant dans son jardin, espérant probablement apercevoir le dernier drame du quartier. Qu'elle regarde. L'enquête de la police était close. Mon mariage se terminait selon mes conditions,
et Denis Dubois passerait les prochains mois à réapprendre à marcher sans boiter. Le Bourbon avait le goût de la victoire. Mon téléphone a vibré, un SMS de Chloé. « S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de la maison. » J'ai supprimé le message sans répondre. Nous avions suffisamment parlé. Maintenant, il était temps qu'elle apprenne à quoi ressemblerait le reste de sa vie. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des tons orange et rouge. Dans quelques heures, j'irai me coucher dans ma propre maison, dans mon propre lit, sans avoir à écouter la respiration de Chloé ni à m'accommoder de son besoin que la pièce soit précisément à 20 degrés Celsius. Demain, je me réveillerai en tant qu'homme célibataire, sans aucune obligation envers quiconque sauf envers moi-même. J'allais avoir une très belle vie. 2 semaines après que les papiers du divorce ont été finalisés, je me tenais dans ma cuisine, préparant du café pour un et regardant les informations matinales. La météo annonçait une autre belle journée. Ensoleillée, douce, parfaite pour la partie de golf que j'avais programmée avec mon pote Marc du travail. Chloé avait complètement déménagé la veille, ne prenant que ce que le contrat de mariage lui permettait de garder. Sa voiture, ses vêtements, ses bijoux et l'amère réalisation de ce que ses choix lui avaient coûté. La maison semblait énorme sans sa présence, mais de la meilleure façon possible, comme si on s'étirait après avoir été recroquevillé dans un petit espace pendant des années. Le bulletin local mentionnait le rétablissement de Dubois. Il était sorti de l'hôpital avec un plâtre de marche et plusieurs broches dans les côtes, devant faire face à des mois de physiothérapie. La police avait officiellement classé l'affaire, invoquant le manque de preuves et de suspects. Le journaliste a mentionné qu'il s'agissait probablement d'un acte de violence aléatoire, peut-être un cambriolage qui avait mal tourné. J'ai souri dans ma tasse de café. Marc est passé me prendre à 9h et nous avons passé la matinée au Country Club du Val-de-Seine, où j'avais maintenu mon abonnement tout au long de mon mariage malgré les plaintes de Chloé concernant la dépense. Elle l'avait toujours considéré comme frivole, mais maintenant je comprenais que cela avait été un investissement dans ma vie sociale post-divorce. Alors que nous marchions vers le départ du 10e trou, Marc a dit « Tu as l'air différent, plus léger. » Je suppose que 12 ans de poids mort font cet effet à un homme. Des regrets, a-t-il demandé. J'ai réfléchi à la question en alignant mon cou. À propos du divorce? Aucun. D'avoir attendu si longtemps pour le faire? Plein. La balle a volé droit et juste, atterrissant exactement là où j'avais visé. Tout dans ma vie semblait aussi précis maintenant. Contrôlé, intentionnel, mien. Nous avons déjeuné au clubhouse où plusieurs connaissances se sont arrêtées à notre table pour offrir leurs condoléances au sujet de mon mariage et leurs félicitations concernant ma liberté. Le bruit avait couru sur la liaison de Chloé et les termes de notre divorce. Dans notre cercle social, l'adultère était toujours considéré comme un grave abus de confiance, et le consensus semblait être que j'avais géré la situation avec la dignité appropriée. Entre 2 bouchées de son sandwich, Marc a dit « J'ai entendu dire qu'elle habitait chez ses parents provisoirement. Le contrat de mariage lui donnait 60 jours pour trouver un logement définitif. C'est dur, a-t-il ajouté. C'est la conséquence de ses actes, ai-je répondu. Marc a acquiescé d'un signe de tête approbateur. Il avait traversé son propre divorce ou le 5 ans plus tôt, mais sans la protection d'un contrat de mariage. Son ex-femme avait pris la moitié de tout et percevait toujours une pension alimentaire. Tu as toujours été le plus intelligent, a-t-il affirmé. Cet après-midi-là, je suis rentré dans une maison qui était entièrement la mienne. Pas de compromis sur le placement des meubles, pas de dispute sur le thermostat, pas besoin de s'adapter à l'emploi du temps ou aux préférences de quelqu'un d'autre. Je pouvais manger ce que je voulais, regarder ce que je voulais, me coucher quand je voulais. La liberté était enivrante. J'avais entendu par des amis communs que Chloé galérait, vivant chez ses parents à 34 ans, confrontée à la réalité de reconstruire sa vie de zéro, sans matelas financier et avec une réputation entachée par sa liaison. Certains de nos anciens amis avaient exprimé de la sympathie pour sa situation, mais la plupart avaient pris mon parti une fois que toute l'histoire avait été révélée. Dubois, selon le même réseau de commérages, avait mis fin à leur relation immédiatement après être sorti de l'hôpital. Apparemment, la réalité d'avoir été battu presque à mort avait refroidi son enthousiasme pour coucher avec des femmes mariées. Je n'éprouvais aucune culpabilité par rapport à tout cela. Chloé avait fait ses choix et Dubois avait fait les siens. Je m'étais simplement assuré que ces choix s'accompagnent des conséquences appropriées. Ce soir-là, je me suis préparé un dîner parfait. Un steak cuit exactement comme je l'aimais.
du vin de la bouteille dont Chloé avait toujours dit qu'elle était trop chère pour être bu un soir de semaine. Un dessert que je n'avais pas à partager. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée et le silence qui m'entourait. Pendant que je nettoyais, mon téléphone a sonné. Le numéro de Chloé est apparu sur l'écran, mais je l'ai laissé aller sur la messagerie. Peu importe ce qu'elle voulait dire, je n'étais pas intéressé. Notre affaire était conclue. Le message vocal consistait en 3 minutes de larmes et de supplications, demandant une autre chance, promettant qu'elle avait appris la leçon, me suppliant de reconsidérer les termes du divorce. Je l'ai supprimé sans l'écouter en entier. À 22h, je suis monté dans ma chambre, pas notre chambre, juste la mienne maintenant, et me suis préparé à dormir. Le grand lit s'étendait devant moi comme un océan de possibilités. Je pouvais dormir en diagonale si je le voulais, ou m'étaler comme une étoile de mer, ou empiler tous les oreillers d'un seul côté. Au lieu de cela, je me suis allongé sur le dos au centre du lit, les mains derrière la tête, et j'ai fixé le plafond. La maison était parfaitement silencieuse, à l'exception des bruits subtils du bois qui travaille et du bourdonnement lointain du réfrigérateur en bas. Pas de pleurs venant de la chambre d'amis, pas de soupirs passifs-agressifs à propos de quelque chose que j'étais censé avoir mal fait. Pas de semblant de dormir quand Chloé voulait discuter de ses sentiments sur notre relation. Juste la paix. J'ai pensé à Dubois, probablement couché dans son propre lit avec ses blessures lancinantes, se demandant qui l'avait battu et pourquoi. J'ai pensé à Chloé, pleurant dans son oreiller d'enfance tandis que ses parents chuchotaient à quel point elle était devenue une déception. J'ai pensé à la vie que j'allais construire à partir de maintenant. Des voyages, des loisirs, peut-être finir par sortir avec quelqu'un qui comprendrait la loyauté et l'engagement. L'avenir s'étendait devant moi comme une route ouverte. Dehors, le quartier s'installait dans son rythme nocturne. Les chiens qu'on promène, les lumières des porches qui s'allument, les familles qui accomplissent leur rituel du coucher. Des gens normaux vivant des vies normales, la plupart n'ayant jamais à faire face au genre de trahison que j'avais subi. Mais je l'avais géré parfaitement, méthodiquement, avec la même attention aux détails que j'apportais à tout le reste dans ma vie. L'enquête de la police était close. Le divorce était définitif. Mes biens étaient protégés. Ma réputation était intacte. La justice avait été rendue selon mes termes, et l'avenir m'appartenait entièrement. J'ai fermé les yeux et me suis laissé glisser dans le sommeil profond et sans rêve d'un homme ayant la conscience tranquille et aucun regret, quel qu'il soit. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce que vous attendiez ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos impressions. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons la discussion. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte de nouvelles histoires captivantes tous les jours. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer.